Merci Maude. Comme tu l'as mentionné, dans le fond, changer, ça va prendre du temps, mais maintenir des méthodes de travail efficaces, ça va mobiliser encore plus de temps. Donc, ce que je voudrais discuter avec vous, dans le fond, c'est l'efficience numérique. Où est-ce que ça se situe d'après l'expérience qu'on a eue? Dans le fond, on l'a vécu dans l'enseignement à distance, le numérique, c'est vraiment le principal canal d'apprentissage. Ça veut dire que les écoles ont su développer des solutions, et il a fallu que ça soit des solutions efficaces. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les écoles les plus efficientes, bien, dans le fond, les solutions tournaient autour de suites nuagiques et étaient des solutions plutôt intégrées. Donc, ce que je voudrais voir avec vous, ce sont les différentes caractéristiques de ces solutions-là, puis les éléments qui ont fait que certaines écoles ont été plus efficientes que d'autres. France, s'il vous plaît. Donc, quand on parle d'efficience numérique, les écoles dans lesquelles on a circulé, là, dans lesquelles on s'est aperçu que elles ont développé une très grande efficience, mais ça tourne autour de différents points. Et le premier, je vous dirais, c'est de prioriser la suite nuagique. Quand on parle de suite nuagique, ça peut être différentes solutions, mais en gros, c'est vraiment d'utiliser les outils que vous avez sous la main et d'uniformiser un peu leur utilisation. Le premier élément qu'on a constaté, c'est que c'est pas tant, le point de départ, c'est pas tant entre l'enseignant et l'élève, mais c'est vraiment entre vous, au point de vue de l'équipe école. Est-ce que vous partagez des ressources déjà? Est-ce que entre collègues, vous partagez des ressources? Est-ce que la direction, vous utilisez les solutions de la suite nuagique pour échanger des documents, échanger de l'information, communiquer? Donc, simplement démarrer en tant qu'école que dire, bien, dans mon école, on fonctionne tous de la même façon. Il y a des écoles qui ont su très tôt, les directions, les enseignants, même le personnel non enseignant, communiquer, utiliser la suite nuagique, mais dans d'autres endroits, par exemple, ça peut être un peu dispersé. Des fois, il y en a ceux qui sont sur Dropbox, d'autres SharePoint, d'autres sur une autre solution. Il y en a qui ont peut-être encore des clés USB pour échanger leurs fichiers, mais on a avantage en tant qu'organisation de tout standardiser ça déjà entre nous, avant même de regarder au niveau des élèves. Bien, ensuite, bien, évidemment, une fois qu'au niveau de l'école, c'est structuré, organisé, c'est un peu le même principe, mais envers les élèves. Est-ce que les élèves doivent travailler sur différentes solutions ou vous avez orienté pour que l'information soit tous au même endroit, tout au même endroit? Donc, est-ce que les élèves ont accès aux ressources des enseignants sur une même plateforme, sur la même suite, ou est-ce que des fois c'est dans le portail, des fois c'est un site Internet, des fois c'est une ressource? Les écoles efficientes, c'est celles qui ont su ramener tout ça autour d'une solution commune. Ce qui fait, dans le fond, c'est que les élèves, les parents, les enseignants s'y retrouvent plus facilement. Ensuite, quant à avoir des solutions de suite nuagique, est-ce que vous les utilisez pour diffuser, réaliser et récupérer les travaux? Donc, on va, dans la même solution, trouver une façon de récupérer les travaux, réaliser, les corriger, et ça va nous donner de l'efficience. Puis le dernier point, c'est la rétroaction. Donc, l'idée, c'est vraiment de centraliser la solution, vos solutions, autour d'une suite nuagique pour que les enseignants, votre personnel, entre eux, puissent communiquer, échanger des données plus facilement. Des planifications, vous avez un nouvel enseignant, c'est plus facile. Que vos élèves puissent se retrouver et, évidemment, qu'on puisse donner de la rétroaction, c'est possible. Mais ça demande de l'énergie faire ces étapes-là, mais ça en sauve beaucoup par après. L'autre axe de l'efficience numérique, ça tourne autour du développement professionnel de vos techniciens informatiques, ce qu'on nomme les TI. Et vos techniciens informatiques, ils ont été formés, ils sont arrivés à l'école, mais est-ce qu'ils sont au courant un peu de ce qui s'est passé dans les derniers mois? Est-ce qu'ils comprennent les changements? La difficulté, c'est que certains techniciens informatiques, ils sont un peu comme nous, ils ont fait les bancs d'école, ils se retrouvent techniciens informatiques, mais si vous ne les impliquez pas dans le coup, ils vont avoir tendance à répliquer le modèle qu'ils ont vécu ou le modèle à laquelle ils s'attendent. Donc, ça fait en sorte que présentement, on est dans des solutions d'enseignement à distance, mais il y a certains techniciens informatiques qui vont pousser pour des solutions qui vont venir calquer ce qui se fait habituellement en classe. Donc, l'enseignant en avant qui enseigne, les élèves assis, puis c'est tranquille. On a élaboré quelques pistes de réflexion. On a mentionné, le document sera disponible après coup, mais avant d'investir dans du matériel qui vont reproduire les salles de classe, ça vaut la peine de réfléchir. Il faut mettre vos techniciens informatiques dans le coup, il faut s'assurer qu'ils soient à jour. Dernier élément, déployer les technopédagogues à leur juste valeur. Quand on parle de technopédagogues, on sait que la réalité est très différente d'une école à l'autre. Dans certaines écoles, il peut y avoir quelqu'un à temps plein qui s'en occupe, un enseignant qui est libéré à 10-15 %. Dans d'autres écoles, c'est la responsabilité qui incombe à un directeur ou une direction adjointe.
peu importe qui fait le rôle du technopédagogue, il faut s'assurer que cette personne-là va pouvoir être sur le terrain et aider à mettre un peu à niveau. Vous avez eu des enseignants qui ont fait des très grands pas au point de vue technologique, mais il y en a aussi qui traînent un peu de la patte. Et le rôle du technopédagogue, dans le fond, c'est d'accompagner ces enseignants-là qui ont un petit peu plus de difficultés. Et pour avoir fait longtemps de l'accompagnement auprès d'enseignants, l'idéal, c'est de savoir comment aborder les besoins. Les 3 questions qu'on vous propose, des questions que le technopédagogue pourrait poser aux enseignants, sont celles-ci. Puis ce sont des questions, dans le fond, qui vont permettre de cibler justement les apprentissages. Et le premier élément, c'est de travailler sur l'efficience. Donc, qu'est-ce qui te prend le plus de temps en tant qu'enseignant? En posant cette question-là, on peut proposer des solutions assez efficaces. Puis l'enseignant qui gagne en efficacité va pouvoir avoir plus de temps pour répondre à d'autres besoins. Ensuite, seconde question, dans quoi est-ce que tu te sens moins efficace? Donc, le premier, on parle de temps. Le deuxième, on parle d'efficacité. Est-ce que toi, personnellement, il y a des endroits qu'on pourrait te rendre plus efficace ou qu'on pourrait t'aider à ce niveau-là? Et la dernière question, une fois qu'on a complété les besoins de base, dans le fond, qu'aimerais-tu changer, développer? En travaillant de cette façon-là, on s'assure que les enseignants développent en priorité ce dont ils ont besoin, qu'ils deviennent ensuite plus efficaces et qu'ils se développent pleinement de façon plus complète. On parle d'efficience, mais il faut aussi avoir un portrait juste de son milieu. Donc, on vous propose quelques éléments de réflexion sur est-ce que mon milieu, dans le fond, il est bien avancé au niveau de l'efficience numérique? Je vous dirais, la première étape, c'est vraiment de faire l'inventaire des plateformes. Qu'est-ce qui est utilisé par vos enseignants? C'est sûr que c'est plate de dire à un enseignant, ouais, ta plateforme, là, tu es le seul à l'utiliser dans l'école, mais la première étape, c'est d'avoir un portrait juste de ce que vous avez. Et malheureusement, les écoles moins efficaces, c'est des écoles où on a vu qu'il y avait une multitude de plateformes. Les enseignants sont moins efficaces et les élèves aussi deviennent moins efficaces. Il faut toujours prendre la partie de l'élève. Est-ce qu'un élève pourrait s'y retrouver? Est-ce que des fois, il est dans une plateforme, il passe à une autre plateforme? Il faut vraiment s'assurer de faire un inventaire et il va falloir centrer vos efforts sur quelques plateformes ou même idéalement une seule plateforme pour que ce soit plus simple pour tout le monde, plus efficient. Ensuite, il y a un portrait adressé au niveau du développement des compétences des enseignants, du personnel en fait. Il y a 2 éléments dans ce portrait-là et souvent on en néglige un. Le premier élément, c'est évidemment l'utilisation des outils numériques. Est-ce que tu es capable d'utiliser les outils qu'on te propose? Ça, c'est bien. Mais il y a un autre volet à ne pas négliger qui est tout aussi important, c'est l'enseignement à distance. Est-ce que vos enseignants ont compris c'est quoi enseigner à distance? Les approches de l'enseignement à distance. Comment on fait ressortir les compétences avec un enseignement à distance? On ne peut pas avoir un sans l'autre. Donc, comme on l'a déjà mentionné, ce sont 2 piles qu'il faut faire évoluer côte à côte, dans lesquelles on va développer des compétences en enseignement à distance et ainsi que les compétences techniques. Donc, les 2 vont ensemble. Ça serait important d'avoir un portrait et pour que vous puissiez vous poser la question, est-ce que les membres de votre équipe ont bien évolué sur ces 2 piles-là? Vous devez aussi analyser le mandat du technopédagogue. Comme je l'ai mentionné, technopédagogue peut avoir différentes formes dans vos milieux, mais si votre technopédagogue, c'est votre technicien, vous mettez trop d'emphase sur les outils technologiques et peut-être pas assez sur la pédagogie. Donc, le technopédagogue doit vraiment servir pour la technologie et la pédagogie. Donc, est-ce que son rôle est essentiellement technique ou il y a vraiment le mot pédagogue qui est mis de l'avant? Est-ce que votre technopédagogue est à jour aussi? Des fois, c'est des gens qui ont été nommés ou qui sont sélectionnés ou autres. Ça vaut la peine de regarder, est-ce que votre technopédagogue est à jour? Est-ce qu'il y a des formations qu'il devrait suivre? Est-ce qu'il y a des énormes mises à jour à faire? Parce que, comme tout le monde, on doit se mettre à jour. Toutes les techniques changent très rapidement, donc assurez-vous que votre technopédagogue soit formé autant sur l'enseignement à distance que sur le volet technique. Et je vais terminer avec ces grandes questions-là. C'est vraiment de permettre aux technopédagogues de planifier et d'organiser la formation numérique. Et il faut être capable de répondre à ces 4 questions-là si vous voulez avoir un bon portrait de votre milieu. Quels seront les termes utilisés? Est-ce que des fois, par exemple, vous appelez Google Disc, Google Drive ou la patente dans le nuage, ou est-ce que vous utilisez des termes précis partagés par tout le monde? Est-ce que vous avez un vocabulaire commun? Ensuite, qui va enseigner quoi, à quel moment? Qui va enseigner les compétences à vos enseignants, mais comment vos enseignants vont expliquer aux élèves comment avoir accès à leurs fichiers? Est-ce que c'est qui va le faire?
Et à quel moment? Est-ce que ça se fait en début d'année? Est-ce qu'on répartit au travers du temps? Mais il faut avoir une idée du portrait au niveau des élèves. Qu'est-ce qu'ils apprennent à quel moment et quels sont ces apprentissages-là? Et au travers de tout ça, où sont les ressources? Je suis un élève, j'ai une difficulté. Je suis un enseignant, j'ai une difficulté. Quelles sont les ressources? Où sont les ressources? Qui? Quel endroit? Et le récit fait partie des ressources. Entre autres, on a fait beaucoup d'accompagnement au niveau des directions, mais identifier à l'interne les ressources qui vont vous permettre de vous concentrer. Et encore une fois, l'idéal, c'est que les ressources, visez moins large, aller vers des ressources plus ciblées. Donc, ça revient au principe d'avoir une plateforme dans laquelle tout va se passer.